Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve, on est ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio pour cette nouvelle émission Poulain sans réserve. Aujourd'hui, au sommaire, nous allons recevoir le porte-parole des Républicains en France pour parler des élections américaines, Philippe Kersanti. Ensuite, on va parler de la haine du fonctionnaire, ce fonctionnaire bashing qui a toujours existé, avec Willy Pelletier, sociologue, co-auteur de ce livre La haine du fonctionnaire, pour comprendre d'où ça vient et qu'est-ce qu'il y a à faire. Et puis notre invité à 13h sera le géopolitologue Pascal Boniface pour parler du monde qui change, les BRICS évidemment, mais aussi Gaza et l'Europe. Où va l'Europe? Voilà, si vous souhaitez nous joindre, le standard 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio jusqu'à 14h. Sud sans réserve, l'invité. Et notre invité pour cette première heure est Philippe Kersanti, porte-parole des Republicans in France, Républicains en France. Bonjour, je voulais vous avoir sur le plateau pour parler de la campagne évidemment présidentielle aux États-Unis qui est dans sa dernière ligne droite. Kamala Harris, Donald Trump, qui est favori aujourd'hui. Vous évidemment, vous représentez les Républicains, le parti de Donald Trump. Est-ce que ça sent bon pour Donald Trump pour l'élection de la semaine prochaine ? Alors bonjour Alexis, écoutez, oui, mais je tiens à dire avant toute chose que mon but n'est pas d'influencer vos auditeurs, mon but est simplement d'informer, puisqu'on ne va pas toucher les électeurs américains. Donc quand on fait de la politique française en France, on a intérêt à dire un peu n'importe quoi pour pousser son candidat. Là, je n'ai pas d'intérêt politique. Donc c'est pour ça que vous pouvez faire confiance sur ce que je vais vous dire. Écoutez, la dynamique Trump est très forte. On a tant au niveau des États pivots dont on parle, les 7 États pivots, que d'autres États, notamment la Virginie et le New Hampshire, une poussée Trump. Et en fait, on a au niveau de la perception des Américains une possibilité de comparer entre les 4 ans avec Donald Trump et les 4 ans de l'administration Biden-Harris. Ils voient l'état désastreux dans lequel l'administration Biden-Harris est en train de rendre le pays, c'est-à-dire au niveau de l'immigration, au niveau de la sécurité, au niveau de l'économie, l'inflation, les prix. On vous raconte des chiffres complètement absurdes. On vous dit l'inflation n'a monté que de 2% l'année dernière. C'est faux. Dans le mandat Biden-Harris, l'inflation a augmenté entre 25 et 50% pour les habitants. Les salaires n'ont pas augmenté de la même façon. Et surtout, naturellement, la politique internationale des États-Unis a été un désastre, avec la débâcle en Afghanistan, où l'administration Biden-Harris, au mois d'août 2021, a abandonné 40 milliards de dollars d'armes sur le terrain. Absolument. Et à la suite, 6 mois après, Poutine s'est dit, puisqu'on a une administration américaine si faible, pourquoi ne pas s'emparer de l'Ukraine? Donc, la guerre en Ukraine, et derrière, l'Iran qui a été financé par l'administration Biden, qui lui a envoyé 150 milliards de dollars, et donc qui a déclenché la guerre contre Israël par le Hamas et par le Hezbollah. Oui, on voit, comme chaque campagne américaine, son lot de manipulations, d'allégeance de fausses informations. La dernière en date, alors lors de la première campagne de Donald Trump, c'était les Russes. Et là, on refait le coup. Trump est un agent russe, pardon. Il s'est défendu hier en disant que pour un agent russe, c'est quand même lui qui avait mis un stop à Nord Stream, qu'il était quand même pas vraiment un super agent russe, qui avait empêché justement les mouvements de chars en Ukraine à l'époque. Pourquoi systématiquement les démocrates s'acharnent sur les liens entre Trump et la Russie ? Parce que ça marche. Vous savez, vous avez même en France un monsieur qui s'appelle Antoine Wittkin, qui a fait un documentaire sur France 5 il y a 2 semaines environ, qui a raconté qu'en gros, Trump était un agent d'influence russe. Alors, ce documentaire est complètement absurde. Il nous raconte, par exemple, que dans les années 80, quand Trump a lancé sa Trump Tower en 1983, c'était des oligarques russes qui ont financé sa tour. Parce que le malheureux, ce qu'il a oublié, c'est que les oligarques russes n'existaient pas encore, puisque la chute du mur, c'est 89, la dissolution du RSS, c'est décembre 1991, et les oligarques, c'était les années qui ont suivi. Donc, en fait, tout un tas de choses complètement folles. On a face à nous une campagne de propagande. Vous savez, on a tout eu sur Trump cette année. On a eu donc le sexe avec une dame qui dit qu'elle l'a violé il y a plus de 30 ans dans une cabine d'essayage d'un grand magasin américain. Sauf qu'elle a dit qu'elle portait une robe ce jour-là. Cette robe n'existait même pas quand elle dit avoir été violée. On a eu donc les histoires d'argent où on l'a condamnée à 400 et quelques millions de dollars pour des malversations qui n'en étaient pas et qui seront naturellement cassées en appel. On en sait certains, tout le monde le sait. On a eu ensuite donc les ingérences russes et naturellement, vous savez, ce qu'on appelle le point Goodwin,
reductio ad Hitlerum, c'est-à-dire que maintenant, Donald Trump, c'est un fasciste, c'est Hitler, et on a eu la semaine dernière sur France 5 3 émissions pour nous expliquer que Trump est-il fasciste, le fascisme Trump et l'Amérique fasciste. Oui, c'est une caricature qui va très loin. Vous oubliez quand même la tentative d'assassinat, les tentatives d'assassinat, c'est quand même grave. Alors, un candidat, ancien président des États-Unis qui se fait tirer dessus, on a l'impression que ça ne s'est pas passé. C'est plus dans la tête des gens. Pourtant, ça a été un moment extrêmement glaçant de voir ça. Alors, vous avez raison, mais la tentative d'assassinat, c'est le fruit de cette propagande. C'est-à-dire que quand vous dites que quelqu'un est Hitler, et on a eu ça récemment, comme je vous dis sur France 5 la semaine dernière, un homme a dit oui, Donald Trump c'est Hitler, quelqu'un lui pose la question, vous pensez vraiment que c'est Hitler? Il dit oui, c'est Hitler. Donc si vraiment Donald Trump c'est Hitler, je le dis très concrètement, il est normal de vouloir l'éliminer. Si en 1938 on avait eu tous les deux la possibilité d'éliminer Adolf Hitler, on l'aurait fait. Or, alors pour un hitlérien, il n'est pas très bon parce qu'il a les latinos qui commence à basculer de son côté, les blacks qui basculent de son côté, il a aussi les électeurs juifs qui sont en train de progressivement de basculer de son côté. J'insiste bien là-dessus, lors de la Convention démocrate, les juifs étaient obligés de se cacher, de ne pas être ce que j'appellerais des juifs visibles. À la Convention républicaine, les juifs étaient partout, il y avait des drapeaux d'Israël. Donald Trump, il est très pro-Israël, beaucoup plus que Kamala Harris. Bien évidemment. Il l'a toujours été. Ça aussi, c'est une absurdité, mais n'oubliez pas aussi que les nazis des temps modernes, c'est qui ? C'est l'Iran avec ses bras armés, le Hamas et le Hezbollah. Qui sont les grands supporters du Hamas et du Hezbollah aux États-Unis? Ce sont les électeurs démocrates qui ont fait une campagne et qui vont dans les campus partout. Donc c'est totalement ridicule. Israël n'est pas seulement un ami d'Israël, c'est un ami du monde libre. Et vous savez, la situation aujourd'hui, ce que j'appelle l'islamo-wokisme, qui est en train de détruire nos sociétés, qui est en train de vraiment nous affaiblir de tous les côtés, est vraiment la chose contre laquelle on doit lutter. Et pourquoi je suis si engagé dans cette campagne pour faire gagner Donald Trump, c'est parce que c'est important. Nos sociétés sont sur le point de basculer du mauvais côté. Alors, c'est des sociétés très divisées, comme aux États-Unis. On le voit en France avec le débat sur Gaza. Certains vous diront que les fascistes aujourd'hui, c'est Israël qui tue des enfants à Gaza, etc. Donc, on est sur un débat radical. Il y a la question, ce matin, on parlait d'un sondage ici sur Sud Radio. 13% des Français souhaitent voir Trump gagner. Alors, ils votent pas, mais 13%, c'est très faible. Vous le disiez, il y a un portrait monstrueux qui est fait notamment sur le service public de l'information, mais aussi dans d'autres médias, de Donald Trump comme étant effectivement l'égal d'Hitler, un fasciste, ce qui revient à assimiler plus de la moitié des Américains à cette figure-là. Pourquoi ça fonctionne en fait, cette diabolisation? Alors d'abord, je vais vous dire une chose, je dois faire un mea culpa, parce que ça veut dire que 13% des Français soutiennent Trump, c'est-à-dire que Nicolas Conquer, mon collègue, et moi, c'est qu'on fait pas un très très bon travail. Mais il faut reconnaître que quand on va dans les médias dominants, quand nous sommes invités, car nous ne sommes quasiment jamais invités sur le service public, il y a que les chaînes BFM, vous, CNews et de temps en temps LCI et parfois France Télévisions, une petite partie. Eh bien écoutez, il y a des plateaux uniquement pro-Kamala Harris, en tout cas anti-Trump. Donc cette propagande fonctionne, la répétition du message est très forte, et puis la diabolisation, vous savez, les gens ne fonctionnent plus avec un raisonnement. Il y a vraiment, ce sont des slogans. Il est contre l'avortement, c'est un nazi, et tout ça, on peut le démonter et démontrer que c'est faux. Donc oui, la situation, on fait pas un assez bon travail peut-être, mais en tout cas, on ne donne pas beaucoup la parole. C'est la France qui va voter non, pour mais ce que je veux dire, pour parler des 13% des Français, c'est une situation regrettable, parce que je vais vous dire simplement une chose. Quand Donald Trump va être élu le 5 novembre, et je pense qu'il va être élu. C'est dur, on n'est jamais sûr de rien dans la vie, mais mon anticipation, compte tenu de la situation politique américaine, c'est qu'il va gagner largement. On va le savoir assez tôt dans la nuit. Eh bien, il va falloir que nos médias nous expliquent, donc France Info, France Inter, donc voilà. Donc maintenant, les États-Unis ont basculé dans le camp nazi. Qu'est-ce qu'on fait? On voit un Américain dans la rue, on se dit qu'il y en a 1 sur 2 qui est forcément nazi. Vous voyez ce que je veux dire? Le président est nazi, donc on rompt les communications. C'est totalement absurde. Mais ça ne fonctionne pas, cette communication. Même aux États-Unis, on a vu lors du meeting au Madison Square Garden les supporters de Trump rire de ça, où il y avait justement, vous disiez, des portoricains, des gens qui disaient voilà, moi je suis nazi, il est nazi. Enfin, il tournait en ridicule en fait cette campagne démocrate contre Trump. Et puis lui, c'est un animal de communication aussi, Donald Trump. On l'a vu au McDo pour critiquer Kamala Harris qui avait fait état d'un job d'été dans un McDo.
McDo, donc lui il va. Qu'elle n'avait jamais eu. Qu'elle n'avait pas eu. Et puis plus récemment, avant-hier, au volant d'un camion poubelle, puisque Biden avait traité les électeurs de Trump d'ordures, c'est ça, exactement, de garbage. Ouais. Alors là-dessus, c'est quelque chose de très intéressant. Vous savez, moi, ça fait plus de 4 ans que j'explique que Joe Biden n'est pas en état d'être président des États-Unis. Oui. Il y a encore quelques mois, je débattais face aux démocrates et je disais que, tout simplement qu'il fallait qu'il se retire, qu'il ne serait pas candidat. On me disait que j'étais un complotiste. Naturellement, on a vu qu'il n'a pas pu se présenter. Et là, il est président. Sauf qu'il a été évincé par une forme de coup d'État interne au Parti démocrate, mené par Nancy Pelosi, Barack Obama, les Clinton, enfin toute cette clique qui est vraiment la mafia démocrate. C'est eux qui gèrent en fait le parti. D'ailleurs, ce sont eux qui gèrent le pays, puisque vous imaginez bien que dans l'état dans lequel est Joe Biden, il n'est pas en mesure de gérer le pays. Quand vous connaissez, et j'insiste, j'invite vos éditeurs à aller écouter Kamala Harris en version originale. Allez l'écouter sur YouTube, par exemple. Vous verrez le niveau intellectuel de Kamala Harris. Souvent, je dis, Kamala Harris, c'est le niveau intellectuel d'Anne Hidalgo, avec les ricanements en plus, et au niveau économique, c'est Sandrine Rousseau. Et je pense que maintenant que c'est insultant pour Anne Hidalgo. C'est pour vous donner le niveau auquel on peut estimer Kamala Harris. Donc, je dis, c'est complètement, cette situation est complètement folle. Donc je pense que Donald Trump va gagner et il faudra donc faire cette bascule. Pourtant, il y a aussi un débat sur la place des médias dans la campagne américaine. La chaîne CBS notamment, qui est sous le feu des critiques parce qu'elle a édité une interview de Kamala Harris, où justement elle faisait des réponses incompréhensibles et la chaîne a dû couper, tronquer et remonter pour qu'on comprenne ce qu'elle voulait dire. La chaîne se défend en disant que c'était des pratiques normales. C'est pas vrai, c'est la première fois. Kamala Harris a refusé plusieurs émissions de télé, plusieurs débats, on la sent très mal à l'aise. Il y a aussi un rôle fondamental des médias américains, comme en France, sur la diabolisation de Trump et qui pousse aussi d'une certaine façon la candidate démocrate. Alors, vous avez utilisé du franglais, vous avez dit éditer. En anglais, c'est éditer, mais en français, on dirait plutôt couper, monter, charcuter l'interview, parce que c'est très précis pour qu'on comprenne bien. Ils ont pris son interview, ils l'ont charcuté pour qu'elle soit présentable. Et ça, c'est CBS. Oui, c'est un scandale. Mais regardez le débat qui a eu lieu sur ABC, que j'appelle ABCD. C'est ABC, le D, c'est des démocrates. C'est vraiment la chaîne démocrate. Les deux présentateurs étaient totalement focalisés pour détruire, déstabiliser Donald Trump, tandis que Kamala Harris était tout à fait à l'aise. Il y a même eu une analyse qui a été faite par un ingénieur des images qui a remarqué qu'en fait l'éclairage de Kamala Harris la mettait en valeur alors que l'éclairage de Donald Trump était sombre pour vraiment manipuler. Donc oui, les médias dominants font une campagne complètement grotesque, mais et je vais vous dire une chose, grâce à vous, grâce à Sud Radio, grâce aux réseaux sociaux, grâce à X, grâce à certaines chaînes de télévision, eh bien c'est grâce à cela que les gens ouvrent les yeux. Justement, le fait que le milliardaire de la Silicon Valley, Elon Musk, ait acheté X, anciennement Twitter, qu'il soit un soutien de poids, numéro 1, il est dans tous les meetings quasiment de Donald Trump, est-ce que ça a influencé radicalement et changé la campagne ? Alors, non, vous savez, le qualifier de milliardaire, c'est le réduire. C'est l'homme le plus riche du monde, oui, mais c'est aussi l'homme qui a révolutionné tellement de pans de notre économie au niveau mondial, que ce soit par exemple, Twitter, c'est lui qui est intervenu pour libérer la parole de Twitter, qui avait été complètement mise sous contrôle par l'époque Jack Dorsey. Tesla, les voitures, les fusées SpaceX, les satellites et la communication Internet Starlink, les Hyperloop, donc les tunnels. Il y a tout un... Et les Neuralink, on peut discuter là-dessus, mais les puces posées dans le cerveau, l'intelligence artificielle, il est sur tous les secteurs. Donc vous avez le capitaliste le plus impressionnant des 100 dernières années. Et cet homme, donc, Elon Musk, apporte son image à Donald Trump. Et je dirais, rehausse l'image de Donald. Il faisait déjà partie des gens qui étaient adulés aux États-Unis, bon, parfois par certains détestés, mais surtout, la proximité qu'on crée entre Donald Trump et Elon Musk est exceptionnelle. Regardez aussi le colistier de Donald Trump, qui est exceptionnel, J.D. Vance. Voilà. Donc voilà. Donc Elon Musk, oui, c'est un atout exceptionnel. Et ça veut une chose très importante. Si jamais les démocrates s'amusent à tricher ou à mentir lors de cette élection, enfin maintenant les républicains auront un média pour dévoiler ces tricheries et ces manipulations. C'est pour ça que je suis très confiant et je me dis qu'ils auront du mal à tricher cette fois-ci. Parce que vous pensez que c'est à craindre des manipulations d'élections Vous savez, quand on fait venir 15 millions de clandestins
aux États-Unis sur une période de 4 ans et que récemment on a pu voir que de nombreux clandestins se sont inscrits sur les listes électorales sans prouver leur nationalité, oui, c'est à craindre. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, il y a un grand nombre d'États sur lesquels on peut aller voter sans pièce d'identité. Oui, alors ça, comment ça se fait? Comment c'est possible un truc pareil? C'est le système américain. Et même en Californie, c'est encore pire. Le gouverneur Gavin Newsom, qui est donc vraiment le gouverneur démocrate qui a ruiné l'État, a fait passer récemment une loi qui interdit, j'insiste bien, interdit à un scrutateur de demander une pièce d'identité. Donc c'est totalement... Mais est-ce qu'il va y avoir des observateurs Alors, on devrait avoir des observateurs de l'OSCE, vous savez, comme on en voit en Ukraine, en Géorgie et tout. Ce serait intéressant. Non, il n'y a pas d'observateurs. Vous savez, quand Donald Trump sera élu, je pense qu'il a compris la dernière fois qu'il s'est fait avoir en 2020 par tout un tas de choses, par les médias, par toute une sorte d'industrie. Et là, je pense qu'il va faire en sorte que aux États-Unis, on puisse voter un jour, un endroit avec une preuve certifiant l'identité des votants. Ouais, on en est loin. Et puis on peut voter aussi par anticipation. Hein. Ça a été le cas de Joe Biden dans le Delaware et d'autres. Absolument. Il y a déjà eu des ballot box qui ont été brûlés dans des comtés républicains. Ouais. Donc on peut craindre évidemment le pire. On suivra évidemment sur Sud Radio cette élection heure par heure la semaine prochaine pour savoir qui de Kamala ou de Donald va être le prochain président des États-Unis. Merci beaucoup Philippe Kersanti, porte-parole des Républicains en France. Merci d'avoir été notre invité. On se retrouve tout de suite dans un instant après une courte pause. Merci. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Et oui, on va rentrer dans la 4e dimension, une dimension qui existe déjà. Figurez-vous que Matignon va désormais écouter, suivre vos recherches dans Google, TikTok ou Instagram. Les recherches Internet, c'est le service d'information du gouvernement, le SIG, qui a lancé un appel d'offres pour faire de l'écoute sociale sur Internet. C'est comme ça qu'ils appellent cette surveillance, avec 2 nouveaux lots. D'abord, scruter les requêtes en ligne des Français, identifier les signaux faibles pour savoir un peu qu'est-ce qui intéresse les Français et si jamais il leur venait l'envie soudaine d'occuper des ronds-points avec des gilets jaunes, par exemple. Alors, le budget de ce nouvel appel d'offres est quasiment doublé puisque cette mission existait auparavant. C'était 2,8 millions d'euros sur 4 ans. Et bien là, il faut faire des économies, mais pas pour l'écoute sociale. 5 millions d'euros pour 4 ans qui vont être demandés donc à ces prestataires. L'idée, c'est d'avoir des outils pour l'étude sociale et le search listening pour savoir de quoi vous parlez, vous les Français, nous les Français, par rapport à l'action du gouvernement. Mais l'actualité, en général, il s'agit d'étudier les mots-clés, ceux qui sont les plus cherchés pour avoir des stratégies de communication du gouvernement. Et puis, il cherche également à Matignon un prestataire pour détecter les signaux faibles, pour savoir ce qui pourrait être pris en considération par l'action publique. On sent quand même la fébrilité d'une période presque pré-révolutionnaire, diront-nous. Mais c'est pas tout. Vous savez que il y a un rapport qui a été publié lundi par le ministère de l'Intérieur et qui confirme l'utilisation illégale d'un logiciel de surveillance faciale, Briefcam, par la police lors des émeutes en 2023. Parce qu'en 2015, les forces de l'ordre ont acquis en secret un logiciel d'analyse de vidéosurveillance. C'est une société qui s'appelle Briefcam qui vend ça. Et depuis 8 ans, le ministère de l'Intérieur a cet outil qui permet la reconnaissance faciale. Alors vous savez que pendant les JO, on a parlé de caméras algorithmiques qui permettaient de voir des comportements étranges dans la foule. Là, il est question de reconnaissance faciale et ça a bien été utilisé. Alors, une fois documenté lors des émeutes de 2023, ça n'a pas conduit à l'arrestation d'émeutiers. Il faut savoir que le slogan de Briefcam, c'est quand même transformer la vidéosurveillance en intelligence active. En France, une centaine de villes ont équipé leur police de l'application Briefcam, à Nice, Roanne, Aulnay-sous-Bois, Perpignan ou Roubaix par exemple. Et puis le Puy du Fou également a cette caméra. Et puis on sait que l'écoute est partout, dans les assistants à IA, que ce soit sur Amazon ou autre. Vraiment, on se prépare à un chouette meilleur des mondes avec des radars maintenant équipés d'IA qui permettent de savoir si vous parlez au téléphone ou si vous n'avez pas mis votre ceinture. Qu'est-ce qu'on est bien quand même avec cette société qui s'installe où vous serez fliqué en permanence.
Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Willy Pelletier, qui est le co-auteur d'un livre qui s'appelle La haine des fonctionnaires, aux éditions Amsterdam, La haine du fonctionnaire, puisque c'est la figure du fonctionnaire dont on va parler aujourd'hui. Bonjour. Alors c'est un livre que vous avez coécrit avec Claire Lemercier et Julie Gervais, et qui fait un peu un état des lieux de ce sport national qui est le fonctionnaire bashing, en fait, le fait de critiquer la figure du fonctionnaire, la fonction publique, ça coûte trop cher, il y en a trop et ils foutent rien. C'est un peu ça ce qu'on entend actuellement. Quelle est l'idée derrière ce livre? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur cette figure du fonctionnaire et la haine qu'il suscite? Écoutez, il n'y a pas beaucoup de chansons d'amour concernant les fonctionnaires, alors que fleurissent à bon compte des caricatures faciles. Je note qu'il y a plus d'humoristes qui se moquent des fonctionnaires que d'humoristes qui se moquent, par exemple, des banquiers ou de Vincent Bolloré. Donc c'est un peu facile et surtout c'est totalement infondé. Je ne sais pas s'il faudrait chanter « Je l'ai aimé » toute la nuit mon fonctionnaire, mais par contre je sais qu'il faudrait... Légionnaire, oui. Mon légionnaire. Mais je sais qu'il faudrait chanter « Il m'a aidé toute la vie, mon fonctionnaire. » Ouais. Car les fonctionnaires, les idées à leur endroit sont des idées généralement toutes faites, qui sont toutes fausses. Les fonctionnaires sont d'abord des ouvriers. Les ouvriers qui sont sur les routes et qui les rendent praticables. Ce sont des agents d'entretien, 600 000 en France. Ouais. Ce sont les aides-soignantes, les infirmières. Alors, on dit le fonctionnaire bashing, il est là de tout temps, c'est faux. Quand on a besoin sérieusement d'un travail sérieux, je pense à la reconstruction de ce pays après la Seconde Guerre mondiale, les fonctionnaires ne sont pas critiqués. Lorsque nous sommes en situation pandémique et où l'urgence est absolue, alors oui, ce sont les premiers de corvée. On les applaudit aux fenêtres. Et puis ensuite, on s'aperçoit que une forme de noblesse managériale publique-privée qui colonise l'État et qui va et vient du public au privé s'emploie à casser les métiers et les possibilités d'aider pour les fonctionnaires. Alors ce livre, La haine du fonctionnaire, il est touchant parce qu'il y a beaucoup de témoignages en fait de ces ouvriers de la fonction publique, puisque c'est le cas. Notamment, moi il y a un témoignage qui m'avait frappé, c'était ces agents du courrier dans une mairie d'une ville nouvelle qui ont été rudoyés parce qu'il fallait de la performance et qu'ils prenaient trop de pauses café, ils prenaient leur temps, etc. Et puis arrive la responsable de ce service qui se dit mais je vais peut-être aller voir qu'est-ce qu'ils font en fait, c'est quoi leur travail? Et on se rend compte que les caddies sont cassés, les roulettes ne marchent pas, qu'on se casse le dos à prendre ces courriers qui sont très lourds et que ça prend toute une journée effectivement de distribuer le courrier. Et il y a cette non-connaissance en fait du terrain, peut-être qu'on voit souvent dans la critique d'un travail inefficace, alors qu'en réalité, c'est difficile à faire parce que c'est pas équipé, c'est pas adapté et que personne n'est là pour aider. Parce que la fonction publique a été paupérisée. Et donc, en effet, les locaux sont vétustes, parfois même impraticables. Il y a parfois, dans certaines mairies, l'obligation pour les fonctionnaires territoriaux d'amener eux-mêmes leurs crayons. Oui. Bien. Et cette manager de rang intermédiaire que nous citons a au moins le mérite d'aller voir ce qui se passe. Alors que ce qui prévaut dans la politique concernant les fonctionnaires, c'est l'extrême cécité concernant non seulement ce qu'endurent les fonctionnaires, mais ce qu'endurent les usagers de la fonction publique, qui sont empêchés d'aide, puisque les fonctionnaires sont empêchés d'aider. Ouais. Regardez, par exemple, aujourd'hui, qui connaît la fonction publique, j'allais dire, d'en bas? Je pense certainement pas le ministre Kasbarian, qui vient de l'ESSEC, qui ensuite a enchaîné les cabinets de consulting privés, Deloitte puis PMP Conseil, et le précédent, Stanislas Guérini, HEC, Harvard Business School et Air Products. Mais on va écouter justement Guillaume Kasbarian, qui était notre invité sur Sud Radio hier matin. Voilà ce qu'il disait sur comment aider le travail des fonctionnaires. Mais en tout cas, sur le principe
de se dire qu'il y a une part de rémunération qui prend en compte le mérite, l'effort, y compris collectif dans un service, le fait d'atteindre des objectifs et de les rémunérer en tant que tels à la fin de l'année. Ce sont des principes qui me semblent tout à fait sains dans un fonctionnement normal et que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui dans notre pays. Les objectifs, la rémunération à l'objectif, ça c'était un des thèmes, avec aussi le fait de fusionner les catégories de fonctionnaires, ABC. Vous en pensez quoi de cette idée ? Ça fait partie de cette méconnaissance absolue du travail des fonctionnaires. Prenez un enseignant. Bon, comment le rémunérer à l'objectif ? En fonction de l'hétérogénéité des populations qu'il a en classe. Ça n'a strictement aucun sens. Comment voulez-vous, suivant les villes, les quartiers que les fonctionnaires territoriaux ont à gérer, les rémunérer suivant quels objectifs? On voit la part d'arbitraire absolue qui va être instillée dans ce principe et qui est totalement déraisonnable. Mais enfin, Guillaume Kasbarian se caractérise aussi par sa volonté, c'est l'actualité, de passer à 3 jours le délai de carence pour, dit-il, l'absentéisme des fonctionnaires. Je pense qu'il faut y revenir. Y compris même le terme d'absentéisme est extrêmement choquant. Voilà des personnes qui sont malades. Oui. Et donc, elles sont considérées comme étant, premièrement, fautives ou coupables d'être malades. La plupart du temps, elles sont d'ailleurs malades parce qu'elles ont servi. Elles ont servi la population. Donc, les chiffres qui ont été donnés, je pense que il faut le dire, les chiffres qui ont été donnés comparent l'incomparable. Car en fait, pour comparer sur les arrêts maladie, il faudrait non pas juger la fonction publique d'un côté, le privé de l'autre côté, mais les ouvriers de la fonction publique, les ouvriers du privé. Alors, les aides-soignantes ou les infirmières du public et les aides-soignantes, les infirmières du privé. Là, ça s'appelle effectivement comparer ce qui est comparable. Et puis, il ne faut pas oublier que il y a des effets d'âge. Comme on ne recrute pas dans la fonction publique un fonctionnaire sur 3 à plus de 50 ans, en 2023, bien davantage que l'âge privé, l'âge des salariés du privé qui est de 41 ans. Beaucoup de fonctionnaires sont en contact avec des flux de population continuels et par là même exposés à des rythmes de contamination. Évidemment. Et puis il y a la question des performances aussi. Ce passage sur France Travail, anciennement Pôle Emploi, où une responsable témoigne. Il y a un indicateur pour tout sur la gestion des priorités, le suivi de l'activité, sur la relation entre les usagers, la gestion de ton équipe, agent par agent. Des indicateurs pour fliquer l'équipe, tu rapportes les absences, les retards, l'ambiance, ça plombe l'équipe. Et puis tous les mois, le flicage arrive, directeur d'agence, adjoint, directeur territorial qui regarde les indicateurs. Et il y a cette phrase incroyable. Donc ils vont gruger parce qu'on leur demande d'aller voir des entreprises privées et de faire un service en fait en disant France Travail est là pour vous aider à recruter. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est trouver du travail aux chômeurs et pas être consultant pour des entreprises. Et elle dit en fait, on est obligé donc à la fin du mois de dire qu'on a rempli les cases. J'appelle pas ça gruger. Si tu trafiques l'indicateur, j'appelle ça te rendre possible ton métier. Oui. En fait, elle repose sur 2 boussoles. La réforme managériale des services publics. La première, c'est ce mantra d'une rentabilité financière immédiate pour les services publics. Alors on a vu que cela a présidé à la réforme de l'hôpital public, avec les effets désastreux qu'on sait. Le 11 décembre, le conseil de surveillance du CHU de Nantes vient d'indiquer qu'il y avait 8h15 d'attente aux urgences. Bien. Moi, je viens de Picardie, on passe à 9h. Bien. Pour des gens qui sont en souffrance et qui s'en vont. Un jeune garçon de 13 ans qui est mort à Bourges, faute de prise en charge. Voilà. Alors c'est ça la rentabilité financière immédiate. D'une part. Et puis, alors d'autre part, il y a seconde boussole dans ces réformes qui ne sont jamais évaluées d'ailleurs. Parce qu'il faudrait une évaluation par en bas, c'est-à-dire par les usagers, de ce qu'ils subissent. La caporalisation des agents et l'instillation partout de ce qu'on nomme le reporting
c'est-à-dire le fait de donner aux managers, sous des cases façon algorithme, une possibilité de contrôle de tous les gestes de travail. Alors ça cannibalise le temps de travail. Oui, c'est ça. Hein, il y a ce cas que l'on cite dans La valeur du service public, que l'on a fait auparavant avec Julie Gervais et Claire Lemercier, d'une assistante sociale obligée de rentrer l'ensemble de ses actes, etc., et qui s'en va aux toilettes pour pleurer, et qui n'en dort plus, et qui avait pour vocation d'aider. Elle aurait pu faire autre chose de sa vie, et elle aidait. Et là, elle se voit confrontée, bien sûr, à des gens qu'elle accueille, qu'elle ne peut plus aider, qui l'insultent. Et pour elle, c'est insupportable. Combien de fonctionnaires dans cette situation désormais? Oui, qui sont face à la colère d'usagers. Face à la colère des usagers. Alors, si vous voulez, ce que ce livre dit, c'est qu'il y a en fait une grande nouveauté dans ce pays, concernant les fonctionnaires, qui se voient affrontés maintenant à 3 flots de haine. Bon, il y a le flot que l'on connaît, de la haine des fonctionnaires par ceux qui veulent transformer le public en un privé bis. Bon, mais s'y ajoute, et c'est très grave, la détestation des fonctionnaires de plus en plus par des milieux populaires que seuls les fonctionnaires peuvent aider, mais qu'ils ne peuvent plus aider faute de temps, faute de moyens, et faute de budget, et faute de personnel. Ces personnes qui ont un besoin d'aide terrible, vital, qui prend aux tripes, se retrouve en situation de rancœur par rapport aux fonctionnaires. Vis-à-vis de la fonction publique. On va en parler dans un instant. On va continuer de parler de cette haine du fonctionnaire avec notre invité Willy Pelletier. Si vous souhaitez réagir, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité est Willy Pelletier, co-auteur avec Claire Lemercier et Julie Gervais de La haine du fonctionnaire, un livre aux éditions Amsterdam sur ce désamour, cette haine même jusque-là du fonctionnaire, pour expliquer d'où ça vient. Vous le disiez à l'instant, les populations qui même ont besoin de la puissance de la fonction publique pour les aider, en viennent à haïr cette fonction publique parce qu'elle a été rendue impossible par une réorganisation, la recherche de performance, etc. On va écouter un deuxième extrait de Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique, qui était notre invité hier sur Sud Radio, qui parle aussi de cette recherche d'efficacité. On l'écoute. Je suis convaincu qu'il y a des marges de progrès dans tous les services, à travers notamment de nouveaux outils informatiques, à travers l'intelligence artificielle, à travers de nouvelles conditions de travail, pour diminuer la part de tâches administratives qui pèsent sur tout le monde à l'hôpital. Un peu la pensée magique. Maintenant, ça va être l'intelligence artificielle qui va aider le fonctionnaire à faire son travail. En fait, ce qu'il faudrait, c'est davantage de fonctionnaires, d'une certaine façon, pour l'accueil, pour le suivi. Il y avait ce témoignage aussi de dire que dorénavant, les fiches qui sont numérisées ne permettent plus d'avoir une page pour expliquer une situation particulière ou le temps qu'on passe au guichet, qui doit être limité à 3 minutes, alors qu'en réalité, c'est des situations graves de vie brisée et qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour accompagner l'usager. Si on écoute le ministre, c'est l'IA qui va résoudre le problème. Oui, mais enfin, il serait bon tout de même que le ministre de la fonction publique vienne un tout petit peu sur le terrain, examiner les conditions de travail des fonctionnaires dans la vraie vie, quoi. Oui. Ça éviterait de dire à peu près n'importe quoi. Par exemple, les tâches administratives. Oui. Les tâches administratives, je suis bien désolé, mais enfin, si c'est, comme ça a été le cas dans de nombreuses situations, les infirmières qui doivent remplir les fiches des patients, je vous assure déjà qu'elles sont en pénurie, déjà que ce métier est extrêmement pénible, ça va pas fonctionner. Bon, donc je ne prends que cet exemple est multipliable par 1000. Bien. Il y a la volonté de défaire la possibilité pour les fonctionnaires de travailler. Donc je citais tout à l'heure 3 haines des fonctionnaires qui confluent et qui fait de ce moment un moment de basculement en fait, quant à la légitimité des fonctionnaires. C'est ça. Mais il y a aussi maintenant la haine des fonctionnaires, et c'est la 3e forme de haine, la haine des fonctionnaires pour eux-mêmes, pour ceux qu'ils sont devenus.
D'où les arrêts de travail aussi, on va dire. Pour ceux qui sont, je dirais pas nécessairement cela, mais les fuites. Pour ceux qu'ils sont obligés de faire. Beaucoup d'infirmières, j'en parlais à l'instant, s'en vont de l'hôpital public dès qu'elles peuvent. Il y a, parce qu'aux urgences, c'est extrêmement tendu. La difficulté de recruter des professeurs aujourd'hui. Professeurs, ça signifie tout de même des études supérieures, bien, et les gens pourraient faire autre chose. Donc c'est une vocation que d'enseigner. S'il n'est plus possible d'enseigner, pour 1000 raisons, alors les gens font autre chose. Bien. Et ça prive beaucoup de jeunes, d'enfants, de milieux populaires, souvent, d'une aide qui était auparavant celle qui permettait de booster leur vie, qui donnait de l'élan, qui donnait envie de lire, qui donnait envie d'écouter et de voir des films, etc. Donc c'est un appauvrissement. Et les fonctionnaires, si vous voulez, ils font ça gratuitement. Donc rendons-nous bien compte de ce que l'affaiblissement des fonctionnaires signifie. Ça signifie pour les plus pauvres devoir payer. Ils ne payent pas déjà assez. Les riches, eux, n'ont pas besoin de fonctionnaires. Ils ont des écoles privées, ils ont des transports privés, ils ont des polices privées. On va écouter, on va avoir avec nous un auditeur, Sébastien, qui est avec nous à l'antenne. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, donc je voulais apporter mon témoignage. Alors, je travaille à France Travail, ex-Pôle emploi, et c'était pour justement abonder dans votre sens le fait qu'on nous demande à la longueur de journée des chiffres, en fait, de la performance, comme la direction nous le rappelle si souvent. Et je travaille au service du contrôle de la recherche d'emploi. Et il faut savoir que là, dernièrement, on vient de nous imposer une augmentation de la charge de travail de 40%. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on faisait au niveau national 600 000 contrôles environ. Et à l'horizon 2027, on va nous demander 1 200 000 contrôles sur toute la France. Et là, oui, c'est à tel point qu'on va contrôler absolument tout le monde qui s'inscrit à France Travail. C'est ça, oui. Donc on perd la notion d'accompagnement des demandeurs d'emploi, on perd l'accompagnement de venir à l'aide des personnes qui perdent leur emploi, parce qu'à la base les gens qui perdent leur emploi, ça n'est pas de leur faute, il faut le rappeler quand même, c'est des gens qui perdent leur emploi parce qu'ils sont licenciés la plupart du temps. S'ils sont licenciés, c'est de la faute quand même de l'employeur, c'est pas de leur faute à eux. S'ils démissionnent, de toute façon, ils n'ont droit à aucune allocation dans un premier temps. Donc le fait de contrôler, moi au départ, ça me pose des problèmes éthiques et le fait qu'on nous demande de plus en plus, de contrôle à faire et là, je vous dis dernièrement, le mois dernier, on nous a passé à 40% de charge de travail en plus et c'est juste invivable. J'ai des gens qui sont des collègues qui sont au bord du burn-out. Moi, c'est pareil, puis qui refusent de faire ça d'une certaine façon. Exactement. On nous demande de faire n'importe quoi sur les dossiers parce qu'en fait c'est de l'abattage, c'est le mot et voilà, je le dis comme je le ressens. Donc merci beaucoup de ce témoignage, Sébastien, qui montre bien que ce qui est dit dans le livre est une réalité vécue par de nombreux agents de la fonction publique. C'est de la maltraitance. 40% d'objectifs de plus en 2 ans, c'est impossible. Dans de nombreux services, les fonctionnaires sont maintenant maltraités. Vous savez, ceux qui arrivent, les managers, notamment ceux qui vont et viennent du privé au public, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'aune de la réussite de leur carrière, c'est de réussir à, entre guillemets, faire performer, que le ministre l'indique, en réorganisant, fusionnant les services. Bien. Tout cela désorganise. En réalité, tout cela fait souffrir et tout cela ne permet pas d'avancer. Mais par contre, eux, pour que leur carrière fonctionne, il faut qu'ils restent 2 ans, 3 ans, pas plus en place. Très vite, et autrement sont des has-been. Bien, leur carrière stagne. De sorte que les effets des réorganisations qu'ils produisent, ils ne les voient jamais. Ils désorganisent, ils ne les voient jamais. Et cette cécité organisée est en réalité l'une des conditions pour que perdure ce renforcement des réformes qui handicapent.
Voilà. Donc là, on passe désormais, mais vous le citiez, Alexis Poulain, dans l'éditorial tout à l'heure, à une société qui est une société de contrôle généralisé. Gilles Deleuze le philosophe l'avait quasi prophétisé dans les années 1980. Nous y sommes, malheureusement, ou nous y allons. Bien. Est-ce que nous devons passer à une société où tout n'est que marchandise, et où même la fonction publique doit être marchandisée, une société d'hyper-contrôle, ou bien revenir à cette civilisation des services publics qui est une civilisation de l'égalité. Car chacun est égal devant le service public, qu'il soit grand ou petit, qu'il soit riche ou pauvre. Et cette civilisation de l'égalité est aussi une civilisation de la gratuité. Donc oui, quand je dis il m'a aidé toute la vie mon fonctionnaire, ce devrait être un hymne entonné plutôt que les cris de haine que l'on entend à longueur d'antenne de personnes qui n'y connaissent rien à la vie réelle des fonctionnaires. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Willy Pelletier, co-auteur avec Claire Lemercier et Julie Gervais de ce livre qui est un cri d'amour, en fait. La haine du fonctionnaire. Pour comprendre le fonctionnaire bashing, on aurait pu évoquer aussi les cabinets de conseil, beaucoup d'autres choses. C'est un sujet clé. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Notre invité pour la deuxième heure, Pascal Boniface, pour parler géopolitique. 0826 300 300. Si vous souhaitez réagir, posez vos questions. À tout de suite. Sud Radio. Pour cette deuxième heure où notre invité est Pascal Boniface, géopolitologue, directeur de l'IRIS et dont la bande dessinée Géostratégie vient d'être publiée en intégralité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez à nouveau défrayé la chronique récemment avec une citation sur le maire de Saint-Ouen, nouvelle coqueluche médiatique, Karim Bouamrane, que vous avez traité de musulman d'apparence. On va rapidement parler de ça, mais après on parlera géostratégie. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Non, je voulais dire quelqu'un qui apparaît comme musulman aux yeux des autres. Donc, parce qu'on ne sait pas si les gens sont croyants ou pas. On désigne comme musulmans des gens qui ne sont pas croyants. Et donc, voilà ce que j'ai voulu dire. Alors, ça a été interprété de façon très différente, de façon négative. Mais ce qui est assez curieux, c'est qu'aucune organisation musulmane ne m'a pris à partie. Chacun parmi elles ont compris ce que je voulais dire. Ensuite, il y a des affaires internes au Parti socialiste dans la préparation du congrès qui a un petit peu agité les choses où chacun a voulu se positionner. Et puis, bon, des gens qui me poursuivent depuis longtemps du fait de mes positions sur le conflit israélo-palestinien. Ça remonte à loin, c'est ça en fait, cette brouille avec le Parti Socialiste, elle remonte au début des années 2000, hein, déjà sur cette question palestinienne. C'est ça, 2001-2003. Et donc ce qui était assez amusant, enfin pas très amusant en fait, mais que des gens qui sont très engagés en défense d'Israël, y compris dans la situation présente, viennent me reprocher de m'attaquer aux musulmans, les mêmes qui m'insultent sur le fait que je suis soumis aux Arabes d'habitude, quoi. Donc l'expression a été maladroite puisqu'elle a suscité la polémique, c'est que donc je l'ai mal maîtrisée, mais que une fois encore, ce que je voulais dire, c'est quelqu'un qui apparaît comme musulman aux yeux des autres. Et d'ailleurs, c'est un peu pour cela qu'il avait été invité par Léa Salamé, qui n'a pas arrêté de dire que c'était quelqu'un qui se différenciait des autres. Donc dans un cas, l'essentialisation a été vécue comme positive, dans l'autre non. Bon, je me suis excusé, je me suis expliqué, ça n'a pas suffi. Et ce qui est quand même assez irrationnel, c'est l'ampleur de la polémique quand il y a des propos qui sont beaucoup plus graves ou des situations qui sont plus graves. C'est vrai aussi, c'est que pendant qu'on a fait cette polémique, on évitait d'interroger les gens sur Gaza. Et il y a des silences sur ce qui se passe sur Gaza ou au Liban qui sont quand même, par rapport à la gravité de la situation, qui me paraissent coupables, ce que je voulais mettre en avant. Et donc, en fait, vous connaissez le proverbe, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et donc, ça a permis de dévier du sujet. On n'a plus parlé du silence sur Gaza, on a parlé du tweet de Pascal Boniface. On va justement, c'est pour ça que je voulais ouvrir sur ce tweet, cette petite écume des jours. La réalité, c'est que derrière, vous vouliez évidemment critiquer le silence de l'Occident vis-à-vis des crimes de guerre et de la situation humanitaire avec cette question du génocide qui est en train d'être discutée dans les cours internationales de justice. Il y a un silence volontaire. On voit les pays européens qui demandent
demandent des explications, qui s'insurgent, qui sont très choqués par le nombre de morts civiles, mais aucune sanction, rien, parce que Israël a le droit de se défendre. Hein, c'est un peu ça la thématique. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas là une erreur de calcul fondamentale de l'Occident dans son soutien ouvert à la politique de Benjamin Netanyahou? Alors, c'est pas une erreur de calcul, c'est un calcul volontaire, c'est un choix volontaire. Donc, c'est pas. Oui, mais ce choix-là, est-ce que c'est pas un choix qui va couper l'Occident du reste du monde? Ça, c'est autre chose. Ça, effectivement, c'est un choix volontaire de la République, c'est un choix civilisationnel. Israël appartient au monde occidental et les pays occidentaux l'aident. Et on voit bien qu'il y a un deux poids deux mesures. Lorsque la Russie bombarde des populations civiles en Ukraine, on prend des sanctions immédiates. Lorsque c'est Israël qui le fait, par rapport à une population qui, par ailleurs, est soumise à un blocus. Donc il y a une sorte de double peine, parce que non seulement on parle des civils, mais des civils qui ne peuvent pas aller ailleurs, qui sont soumis à un blocus. Bah là, on dit que non, Israël a le droit de se défendre. Et ce deux poids deux mesures, ce qui est grave, c'est qu'il fait perdre son crédit moral à l'Occident. L'Occident n'arrête pas de donner des leçons de morale au reste du monde. Et au moment où les pays du Sud global, qui sont très différents, ceux qui disent que le Sud global n'est pas un bloc, ont raison, ce n'est pas un bloc. Mais ils sont unis dans leur volonté de dire on ne peut plus nous traiter comme auparavant. On n'a plus à nous faire des leçons de morale, vous occidentaux, surtout que vous avez une morale à géométrie variable. Et donc le fait de soutenir à ce point Israël, est-ce qu'on peut parler de génocide? Je crois que la définition sur laquelle on peut s'accorder, c'est situation génocidaire. Parce que la justice tranchera par la suite. Mais une fois que la justice sera tranchée, il sera trop tard. Et la convention de 1948 est une convention sur la prévention du génocide. Donc en fait, on risque quand même, quand au fur et à mesure les nouvelles vont arriver, un jour ou l'autre Gaza sera réouvert et on va voir des choses horribles, eh bien effectivement, ceux qui se seront tus, on ne peut pas dire nous ne savions pas. Ceux qui disent nous ne savions pas, en fait, c'est qu'ils ne veulent pas savoir. On sait ce qui se passe. On a déjà la documentation, enfin les images terribles des enfants, des personnes brûlées vives dans les hôpitaux. Enfin, c'est quotidien quand même les images. C'est quotidien, oui et non, parce que sur les écrans télévisés de la plupart des médias, on en parle peu. On a beaucoup plus parlé des bombardements russes sur l'Ukraine, qu'il faut condamner. Oui, bien sûr. Mais il y a quand même la dernière annonce de la part du gouvernement israélien, c'est d'interdire l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, de pratiquer, de travailler en fait à Gaza. Là, on est en contre le droit international, encore une fois. Oui, enfin, il y a un conflit ouvert entre Israël et l'ONU de longue date. Le secrétaire général de l'ONU n'a pas le droit d'aller en Israël, ce qui est quand même vraiment une très, très grande nouveauté. Alors, cette agence a été créée en 1949 pour venir en aide aux réfugiés palestiniens qui avaient fui les combats. Et donc, il s'occupe de l'éducation, de la santé. Israël dit que des membres de cette organisation ont participé aux attentats du 7 octobre. L'ONU a ouvert une enquête diligentée par Madame Colonna, qui est l'ancienne ministre française des Affaires étrangères, et qui a demandé des preuves à Israël, qui n'a pas fourni les preuves. Et ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'éventuellement 9 membres de l'UNRWA auraient peu ou prou participé aux attentats du 7 octobre. Mais une fois encore, Israël n'a pas fourni les preuves. Mais entre le fait que même si 9 membres sur des milliers de salariés de l'UNRWA auraient participé, cela ne mérite pas que l'on prive l'UNRWA de tous les fonds et que l'on prive en fait d'accès à l'éducation et maintenant à l'alimentation de plus en plus de Palestiniens dont la situation devient de plus en plus compliquée, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, parce qu'il se passe aussi des choses très très graves en Cisjordanie. Et comment vous expliquez cette confrontation entre Israël et l'ONU qui atteint des sommets critiques en ce moment ? Israël ne veut pas qu'il y ait un regard extérieur. Israël estime que l'affaire entre Israël et les Palestiniens est une affaire bilatérale et le monde extérieur n'a pas à se mêler de cela. La théorie officielle, la doctrine d'Israël, c'est qu'Israël se défend et que le monde extérieur n'a pas à s'occuper de ces affaires-là. C'est un refus et bien sûr, c'est toujours quand on est fort, on ne veut pas que le monde extérieur se mêle d'un conflit par rapport à un faible. Mais ce qui se passe, c'est quand même extrêmement grave et va endommager pour très longtemps l'image d'Israël. Et on a vu dans le débat public des gens très attachés à Israël devenir de plus en plus critiques et des voix aussi en Israël, même si elles sont minoritaires, il faut bien l'admettre. Comme le directeur du journal Haaretz qui appelle même à sanctionner Israël pour lui forcer la main pour qu'il arrête. Que Israël arrête de bombarder Gaza.
et le Liban. Ouais, mais justement, ces deux approches très différentes, puisqu'on a vu Monsieur Guterres, secrétaire général de l'ONU, se rendre au sommet des BRICS, serrer la main de Poutine, ça a choqué beaucoup de commentateurs. Les Russes, eux, en revanche, en appellent souvent au droit international, contrairement à Israël, y compris dans le cadre de l'Ukraine. Oui. Alors bon, bien sûr, c'est aussi une instrumentalisation de la part de Poutine, puisque la Russie a gravement violé le droit international en voulant envahir l'Ukraine et en attaquant un pays indépendant sans être en état de légitime défense. Mais Poutine, en fait, pour Poutine, la guerre de Gaza est une bonne affaire. Parce qu'il peut dire, regardez, les Occidentaux me critiquent toujours, mais en fait, Israël fait pire que moi, et les Occidentaux envoient des armes à Israël. Et donc Poutine met sur le même plan l'Ukraine et Israël, les deux étant aidés militairement, notamment par les États-Unis. Mais effectivement, la guerre de Gaza est venue détourner un peu l'attention de la guerre en Ukraine, et surtout est venue contredire l'argument moral du monde occidental qui était de condamner l'agression de la Russie. Et les pays du Sud global, quand les Occidentaux disent que la Russie a acquis les territoires par la force et qu'elle bombarde des civils, disent mais Israël en fait autant et vous ne dites rien. Donc pourquoi vous nous forcez à vouloir sanctionner la Russie alors que vous ne faites absolument rien contre Israël? Donc cette guerre de Gaza est venue se greffer sur, qui est maintenant une guerre Gaza et Liban aussi d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Cette guerre de Gaza est venue se greffer sur la guerre Russie-Ukraine et qui est venue prendre à contre-pied l'argumentation morale du monde occidental. C'est tout le récit qui s'est trouvé contrecarré en réalité par une nouvelle réalité. On va parler avec vous, Pascal Boniface, évidemment du Liban, du risque d'un conflit généralisé, de la situation aussi de l'Iran qui reste très en retrait par rapport à ce qui s'est passé avec le Hezbollah et le Hamas. Et puis on parlera aussi d'Ukraine avec vous. Si vous souhaitez réagir, c'est au standard 0826 300 300. On se retrouve après une courte pause avec notre invité, directeur de l'ERIS, Pascal Boniface, pour parler de la situation du monde. À tout de suite sur Sud Radio. Sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité Pascal Boniface, géopolitologue, directeur de l'IRIS, dont on peut retrouver la bande dessinée Géostratégie à l'intégrale qui est actuellement en publication. On parlait à l'instant de la situation au Proche-Orient. Le Liban, il y a eu une conférence la semaine dernière à Paris. La France essaye de revenir dans le jeu diplomatique. Est-ce que ça peut changer la donne ou est-ce que la situation française, comme on l'a vu avec Emmanuel Macron après l'explosion du port de Beyrouth, c'est davantage des mots plus que des actions? Le problème, c'est que cette conférence était plutôt une conférence humanitaire, plus qu'une conférence politique. Israël n'y a pas participé, donc c'est difficile d'obtenir un résultat politique si l'un des principaux ou le principal protagoniste n'est pas présent. Donc il faut bien sûr venir en aide au Liban et aux Libanais, qui étaient déjà dans une situation délicate économiquement et socialement avant le conflit, qui le sont encore plus. Il y a quand même 1 200 000 Libanais qui ont quitté leurs habitations pour se réfugier. Donc la situation est socialement encore plus compliquée. Donc il faut une aide, mais je veux dire, une fois encore, les États ne sont pas des ONG. Et donc, si on ne parvient pas à une solution politique, l'aide ne sera que un pansement sur des blessures très vives. Et donc, et en fait, tant qu'il n'y a pas une pression réelle sur Israël pour arrêter les bombardements sur le Liban, eh bien, et aussi sur le Hezbollah pour que le Hezbollah cesse de bombarder Israël, il n'y aura pas, on pourra faire toute l'aide humanitaire que l'on veut. C'est un puits sans fond. On va continuer alimenter cela. Donc le tout, c'est qu'il y ait un règlement politique, et ce qui est bien sûr désespérant, c'est que grosso modo, on sait quel peut être le règlement politique, mais que Netanyahou ne semble pas vouloir rechercher un but politique. Lui, il veut continuer la guerre, notamment pour se maintenir au pouvoir. Il a deux alliés très récalcitrants, l'Autriche et Ben Gvir, qui disent que si un cessez-le-feu, il quitte la coalition et donc Netanyahou tombe. Et donc la guerre continue et le Liban, qui est une fois encore, qui était dans une situation extrêmement délicate, risque d'être entraîné. Enfin, je dis pas que ça risque d'être la fin du Liban, mais certains parlent d'une éventuelle retour de la guerre civile, parce que s'il y a des chrétiens qui accueillent positivement les chiites qui viennent se réfugier, d'autres estiment qu'ils sont responsables du malheur du pays et, pour avoir bombardé Israël. Donc les Libanais sont très divisés. Pour l'instant, ils restent unis,
Mais il ne faudrait pas que, suite à cette intervention militaire israélienne, il y ait de nouveau aussi des conflits internes au Liban. Et puis, évidemment, l'activité économique est arrêtée. Et donc, ce pays qui était déjà en difficulté l'est encore plus. La facture risque d'être vraiment très forte et on peut craindre que une grande partie des élites libanaises quittent ce pays qui se vide de ses forces vives. Ouais, d'ailleurs, il y a un double discours, puisque anciennement le Hezbollah gérait de nombreuses affaires et il fallait passer par eux pour faire des affaires. On a l'impression aussi que ce que fait Netanyahou arrange pas mal de monde. Le fait d'éliminer les leaders du Hamas et du Hezbollah, Yahya Sinwar, Nasrallah, finalement, l'Iran a très peu réagi, les différents pays arabes également, en se disant on va pas non plus aller sur ce terrain-là. C'est étonnant ce retrait en fait de l'Iran par rapport à cette situation. L'Iran ne peut pas faire grand-chose parce qu'il n'en a pas les moyens, tout simplement. L'Iran sait qu'une attaque de sa part contre Israël crée une solidarité totale des États-Unis et des pays occidentaux avec Israël. D'ailleurs, lorsque l'Iran, il y a plus d'un mois, a lancé des missiles sur Israël, alors que les États-Unis et les pays européens commençaient mezzavoce quand même, de critiquer un petit peu le gouvernement israélien, immédiatement, la riposte a été unanime, c'est solidarité avec Israël. Et l'Iran n'a pas les moyens militaires de lutter contre Israël, et encore moins contre une coalition israélo-américaine. Et donc, le régime iranien est fragile, il est contesté de l'intérieur. La population iranienne, elle, n'a pas de sympathie particulière pour la cause palestinienne. Elle estime que c'est le régime qui est en faveur des Palestiniens, mais les Iraniens préféraient qu'on s'occupe des affaires de l'Iran et non pas des autres affaires. Et donc, s'il y avait une guerre au nom de la Palestine entre l'Iran et Israël, les Iraniens, ça pourrait être la fin du régime. Donc en fait, Israël a quand même restreint sa riposte contre l'Iran, alors qu'elle avait été annoncée comme terrible. Et là, on peut voir que, pour une fois, les pressions américaines ont réussi. Joe Biden a vraiment dit à Netanyahou qu'il ne fallait pas toucher aux installations nucléaires et pétrolières iraniennes. Pourquoi? Pas pour protéger l'Iran, mais pour éviter une crise économique mondiale. Parce que si les installations pétrolières iraniennes étaient mises hors d'usage, et si l'Iran répliquait pour se venger sur les installations pétrolières ou les Houthis se vengeaient sur les installations pétrolières saoudiennes, le baril viendrait à $200. Et à quelques jours de l'élection présidentielle, Biden ne veut pas ça, évidemment. Donc ils ont ils ont convaincu Israël d'avoir une réplique limitée. Pour l'instant, chacun peut se dire, tant côté israélien que côté iranien, l'honneur est sauf. On a sauvé la face. L'Iran a répliqué pour venger la mort sur son territoire d'Ismaël Haniyeh, le leader du Hamas, et Israël ne pouvait pas laisser des frappes iraniennes sans réagir, mais ils ont réagi de façon calibrée, ce qui fait que l'Iran dit « Oh, j'ai pas eu trop mal, donc ce n'est pas à moi de répliquer ». Mais une nouvelle réplique iranienne aurait déclenché un feu terrible de la part d'Israël sur l'Iran et peut-être la fin du régime. Alors, bien sûr, certains pourraient dire finalement la fin du régime iranien, ça peut être une bonne nouvelle. Les régimes arabes du Golfe ne seraient pas mécontents de voir le régime iranien tomber, sauf que on a vu en Libye, on a vu en Irak, les chutes de régime suite à une guerre n'ont jamais débouché sur des solutions de stabilité. Ce qu'on appelle le chaos constructeur, le chaos qui permet de construire un ordre nouveau, non, c'est plutôt l'inverse. Et donc, la région est suffisamment déstabilisée pour ne pas ajouter une déstabilisation supplémentaire, pour ne pas parler de ce qui s'est passé en Irak en 2003. Il y a un pays qui semble préservé, ou du moins qui est en retrait, c'est la Syrie de Bachar el-Assad, qui avait pourtant été déstabilisée. Il y avait eu une guerre assez terrible. Actuellement, la Syrie n'est pas vraiment la cible de frappe israélienne, ou vraiment à la marge, c'est pas une priorité. Non, parce qu'en fait, Bachar ne compte plus vraiment dans la donne israélo-syrienne. La Syrie n'existe plus réellement comme acteur du conflit du Proche-Orient. Bachar doit sa survie à l'aide à la fois russe et iranienne. Sans l'aide de la Russie et des Iraniens, mais également du Hezbollah d'ailleurs, qui a envoyé des gens combattre contre ceux qui s'opposaient à Bachar, Bachar ne serait plus au pouvoir. Mais il est dans un tel état de faiblesse qu'il ne peut rien faire contre Israël, et que en fait, de temps en temps, il y a des roquettes qui partent de milices chiites qui sont en Syrie, et puis les Russes ne permettraient pas à la Syrie d'attaquer Israël non plus. Donc en fait, la Syrie n'est plus réellement un acteur dans
important dans ces conflits du Proche-Orient. Et le Hezbollah, après l'attaque inédite des pagers qui ont explosé, après le fait d'avoir tué Nasrallah et les différents leaders, quelle est maintenant la capacité du Hezbollah pour continuer sa guerre contre Israël ? Il est très affaibli, ça c'est clair. Quand vous perdez votre leader, qu'une partie de votre état-major est décapité, parce que non seulement Nasrallah, mais d'autres leaders du Hezbollah ont été éliminés par Israël. Et puis il y a cette affaire des pagers dont vous parlez, effectivement, qui a porté des coups. Et puis l'attaque ensuite israélienne sur les installations du Hezbollah au Liban. Donc en fait, là, Israël est en train un peu de rendre inhabitable la zone sud frontalière d'Israël pour empêcher le Hezbollah de s'y établir et d'envoyer des roquettes sur le territoire israélien. Mais le Hezbollah peut le faire de plus loin. Et ce qu'il va faire, il continue à tirer sur Israël. Donc il est affaibli, mais il n'est pas éradiqué. Et d'ailleurs, le Hezbollah était plus puissant que le Hamas. Au bout d'1 an et presque 1 mois de guerre, au bout de presque 13 mois de guerre, le Hamas n'est toujours pas éradiqué. Donc le Hezbollah ne peut pas l'être en 1 mois. Et donc il est affaibli, c'est indéniable, mais il reste encore puissant. C'est la rhétorique de War on Terror, la guerre contre le terrorisme de George Bush, qu'on retrouve à l'œuvre. On ne peut pas gagner une guerre contre le terrorisme en réalité, puisqu'il y aura toujours des groupuscules prêts à se réorganiser. En fait, oui, vous posez bien la question. C'est-à-dire que il faut voir qu'est-ce qui a conduit à la naissance du Hezbollah. C'est l'intervention militaire israélienne en 82 au Liban. Avant, le Hezbollah n'existait pas. Et donc, il y a aussi une part importante de la population libanaise qui est chiite et qui se reconnaît dans le Hezbollah. Et donc, vous n'allez pas éliminer tous les chiites du Liban. Et tant que les chiites se reconnaîtront dans le Hezbollah ou dans le parti Hamal et estimeront que Israël les malmène, eh bien, en fait, le soutien à un organisme, ça peut être un autre que le Hezbollah, mais il y aura toujours un soutien au Hezbollah ou un organisme comparable au Hezbollah tant que les raisons d'une revendication chiite au Liban existeront. On va continuer de parler de cette situation au Proche-Orient, mais aussi en Ukraine et aussi le sommet des BRICS. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez réagir, 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Pascal Boniface. À tout de suite sur Sud Radio. L'invité. Et notre invité, c'est Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, pour parler de la situation géopolitique mondiale. On parlait du Proche-Orient notamment, et on parlait aussi de cette échéance qui arrive la semaine prochaine, l'élection de la prochaine présidente des États-Unis. Est-ce que ce soit Donald Trump ou Kamala Harris, cette élection va changer beaucoup de choses, que ce soit pour l'Ukraine, mais aussi pour Israël ? Alors, ça va à la fois changer les choses, mais peut-être pas de façon totale. C'est-à-dire que, prenons les 2 conflits que vous avez cités. Sur l'Ukraine, il est probable qu'il y ait une diminution de l'aide américaine. Brutale si Trump est élu, graduelle si Kamala Harris est élu. Parce qu'il y a une fatigue des États-Unis, des électeurs, et les gens ont entendu ce message. Et d'ailleurs, il y a aussi une fatigue en Europe. Regardez, les Allemands ont décidé de réduire de moitié l'an prochain l'aide à l'Ukraine parce que Olaf Scholz a vu que sa politique n'était pas populaire dans la partie de l'Est du pays, en partie à cause de l'Ukraine. Donc on peut dire que Poutine attend cela avec impatience. Il préférait, j'imagine, que Trump soit élu parce que ça serait brutal et net, mais même Kamala Harris ne soutiendra pas éternellement l'Ukraine dans les proportions qui sont celles de l'aide aujourd'hui. Quant à Israël, j'inverserai un peu, c'est que Trump accordera tout à Israël, mais en fait, Kamala Harris et Biden n'ont pas vraiment mégoté leur aide. Et ça fait déjà plusieurs mois maintenant qu'ils appellent un cessez-le-feu tout en livrant des armes à Israël. Donc on voit bien une contradiction. Et donc il y a dans la politique américaine l'ADN de l'aide à Israël, qu'Israël et les États-Unis sont 2 sociétés mêlées, liées par un destin commun, et que même si effectivement c'est désagréable de voir des civils tués, on ne peut pas se séparer d'Israël. Combien de temps durera ce consensus ? C'est peut-être une affaire de génération. Pour les jeunes démocrates, c'est insupportable. Et peut-être que Kamala Harris pourrait perdre l'élection à partir du vote dans le Michigan, qui est un des swing states, un des États
qui font la décision dans laquelle la minorité arabe a décidé de ne pas voter pour elle. Alors bien sûr, quand on leur dit oui, mais Trump c'est encore pire, il aiderait encore plus Israël, ils disent oui, mais enfin, il faut qu'on envoie un message parce que sinon notre voix ne portera jamais. Et donc il y a une colère dans les jeunes démocrates contre Kamala Harris pour son soutien jugé inconditionnel à Israël. Bon, il faut se rappeler qu'en partie, alors ils vont pas voter Trump, ils vont s'abstenir ou voter pour la candidate verte, Jill Stein, qui, elle, demande des sanctions contre Israël. Il faut se rappeler qu'en 2016, Hillary Clinton avait perdu à cause de l'abstention des jeunes démocrates qui avaient été déçus de ne pas voir Bernie Sanders incarner les espérances et qui avaient accusé l'appareil du Parti démocrate d'avoir un peu truqué, enfin d'avoir vraiment pesé pour que ça soit Hillary Clinton, donc la candidate pour eux de l'establishment, et pas Bernie Sanders plus vindicatif. Et d'ailleurs, notons que Bernie Sanders est juif et que c'est certainement le sénateur le plus critique d'Israël aux États-Unis actuellement. Ouais, ce qui est à noter. Donc cette affaire qui fait générationnelle, la question démocrate, on en parlait en première partie sur cette élection américaine. Il y a aussi la question ukrainienne avec ce plan de paix de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a été accueilli très froidement par ses alliés occidentaux. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Son plan de paix, c'est donnez-moi plus d'armes et permettez-moi de frapper plus loin. Donc, ce que refusent de faire les Américains. Joe Biden est extrêmement prudent. À la fois, il a beaucoup aidé l'Ukraine, mais Joe Biden est obsédé par l'idée de ne pas être entraîné dans un engrenage qui conduirait à un affrontement direct entre Russes et Américains. C'est pour ça que dès le départ, il a dit qu'il n'enverrait pas de troupes. Ce qui a pu être vécu d'ailleurs par Poutine comme une sorte de feu vert ou de feu orange pour aller agresser l'Ukraine. Et quand le président français a émis l'hypothèse d'envoyer éventuellement des troupes en Ukraine, il a tout de suite dit il n'en est pas question. Et donc il est très prudent là-dessus. Et Zelensky dit je veux frapper plus loin parce que les Russes peuvent se préparer. En fait, l'état-major américain estime que ça ne changerait pas la donne et que si on autorisait l'Ukraine à frapper plus loin en profondeur sur le territoire russe, les Russes frapperaient beaucoup plus fort en Ukraine. Parce que il y a des destructions, mais il y a pas, l'Ukraine n'est pas rasée, c'est pas les villes ukrainiennes, c'est pas Gaza, on voit bien la différence. Il y a eu quelques villes quand même, notamment lors des premiers mouvements, au début, qui ont été rasées. Il y a des crimes de guerre, qui ont été commis, etc. Mais dans la phase actuelle, il y a des bombardements réguliers. Une fois encore, dès que vous bombardez des civils, c'est un crime de guerre, aucun doute là-dessus. Mais disons que Biden ne veut pas que le conflit s'embrase. Et les Américains disent plutôt aux Ukrainiens en ce moment, écoutez, vos territoires, vous les récupérez pas, vous êtes moins nombreux que les Russes et nous, on va pas envoyer des soldats, donc il faut vous faire à cette idée. Tourner la page et passer une nouvelle phase en développant votre économie et en pensant à autre chose. Alors bien sûr, c'est très grave dans la mesure où la Russie va acquérir les territoires par la force, ce qui est illégal, ce qui est un mauvais exemple, ce qui est un facteur d'instabilité. Mais je veux dire, la réelle politique, c'est ça, c'est partir des réalités, non pas par cynisme, mais simplement dans la mesure où il y a 4 fois moins, voire 5 fois moins d'Ukrainiens que des Russes, il est militairement impossible pour l'Ukraine de regagner les territoires perdus, sauf envoi massif de troupes occidentales à son secours, ce que ne veulent pas faire les Occidentaux. Alors, ce que ne veulent pas faire les Occidentaux, mais on voit quand même une dissonance entre la position de Washington, qui est de calmer les ardeurs bellicistes de Zelensky pour frapper en profondeur la Russie, et les déclarations récentes de Benjamin Haddad, ministre de l'Europe, mais aussi de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, de la part aussi du ministre des Affaires étrangères britannique, de dire il faut aider davantage l'Ukraine et donner la possibilité, avec les armes issues des pays de l'OTAN, de frapper la Russie. On a l'impression que maintenant c'est l'Europe qui va prendre le relais et qui va vouloir soutenir cette guerre et l'Ukraine encore plus loin. Alors oui, disons que les responsables français ne peuvent pas vraiment dire l'inverse. Ils ne demandent pas d'ailleurs l'autorité, ils ne demandent pas à ce que l'Ukraine puisse frapper plus loin. Ils disent qu'il faut continuer l'aide à l'Ukraine, mais pas autoriser l'Ukraine à frapper plus loin en profondeur. Et donc c'est la politique officielle de la France de dire on continue à aider l'Ukraine. La Russie ne peut et ne doit pas gagner la guerre, mais on comprend très bien que le jour où les États-Unis vont dire nous on arrête, ça va être très compliqué pour les Européens de continuer tout seuls. Et donc, même financièrement. Enfin là, on a des débats budgétaires extrêmement compliqués
pour le budget. Il faut trouver 60 milliards d'économies. Je ne suis pas sûr que l'augmentation de l'aide à l'Ukraine soit vécue comme une priorité par la plupart des électeurs français. Alors il y a toujours le fait d'utiliser les bénéfices des avoirs russes gelés pour financer l'aide à l'Ukraine. C'est ce qu'a trouvé l'Union européenne, qui risque aussi d'affaiblir la position de l'Union européenne sur la scène internationale dans les échanges financiers. Alors, disons que moralement, ça se défend, parce qu'on dit, bon, cet argent appartient aux Russes, les Russes commettent des dégâts, on va prendre l'argent de celui qui casse pour réparer, et donc faire l'aide à l'Ukraine. Mais c'est aussi un peu un piège que les Américains ont tendu aux Européens, parce que les Américains, eux, avaient peu d'avoirs russes. Oui. Les Européens en ont beaucoup. Alors, c'est pas tellement le problème par rapport à la Russie, puisque les relations avec la Russie sont coupées pour très longtemps, tant que Poutine sera au pouvoir, et même après, on ne va pas revenir à des relations normalisées entre la Russie et les pays européens occidentaux. Mais par contre, en fait, le signal qui est envoyé, c'est aux autres pays qui se disent « Ah bah, je vais peut-être pas placer mon argent en Europe, parce que si je fais quelque chose qui leur déplaît, ils vont geler mes avoirs et se payer là-dessus. » Et donc, c'est normalement, il n'y a pas de jugement moraux sur les avoirs et on doit les respecter, sauf à perdre sa fiabilité comme place financière, comme place économique. Et pourquoi les Européens ont longtemps hésité avant de faire cela? C'est qu'ils n'étaient pas contre les sanctions sur la Russie. Ils en ont pris beaucoup. Il y a 14 ou 15 trains différents de sanctions sur la Russie. Mais ils disaient surtout, mais si on fait ça, peut-être que les pays du Golfe, par exemple, vont dire, bon là, je vais réfléchir à 2 fois avant de placer mon argent en Europe, parce que si je fais, par exemple, une guerre au Yémen ou ailleurs, je n'aurai plus la couleur de mon argent, il va être bloqué. Donc peut-être que c'est plus prudent de le placer ailleurs. Donc c'est pour cela qu'on a très longtemps hésité avant de prendre cette décision. Mais avec cette décision, il n'y a pas eu de retrait, de désamour ou de déclaration à l'encontre de l'Union européenne. Non, il n'y a pas eu de cela, mais disons que c'est un signal sur le long terme. C'est pas, il n'y a pas eu les gens ne sont pas prestés au guichet pour retirer leur argent, mais c'est plutôt pour les années à venir que ça peut instiller un doute. En tous les cas, c'est pour cela que les pays européens ont longtemps hésité avant de prendre cette décision, qui est quand même une décision très lourde. Mais justement, enfin, Zelensky critique ce soutien de l'Occident qui ne va pas assez loin en son sens, qui fait que l'Ukraine ne peut pas non plus récupérer ses territoires parce que, comme vous le dites, la réelle politique fait que on n'ira pas plus loin en quelque sorte. Est-ce que dans les chancelleries, c'est acté qu'en 2025, il va falloir se mettre autour d'une table et tracer de nouvelles frontières? Alors, pas tracer de nouvelles frontières, on ne reconnaîtra pas l'annexion des territoires par la Russie. Ça ne sera pas reconnu. Mais de se mettre autour d'une table et d'arriver à un cessez-le-feu, oui, c'est de plus en plus, ça sera 2025 ou 2026, mais l'idée d'un cessez-le-feu, Zelensky auparavant ne voulait pas entendre parler de négociation. Le mot de négociation était considéré comme une traîtrise, comme un renoncement. Aujourd'hui, il emploie le terme de négociation. Il ne voulait pas que la Russie participe au sommet de la paix, vu pour bientôt, enfin prochainement. Désormais, il l'accepte. Donc on voit bien qu'il y a un changement, mais tout simplement parce que cette guerre pourrait... On a le sentiment que cette guerre pourrait continuer longtemps et longtemps. Ce à quoi on parviendra, c'est un grignotage supplémentaire du territoire ukrainien par la Russie. C'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Moi, j'ai dit déjà il y a longtemps qu'il fallait mieux arrêter. Alors, quand vous dites ça, vous faites traiter de pro-Poutine ou de munichois, mais depuis que j'ai dit qu'il fallait mieux arrêter parce que la guerre n'était pas gagnable, c'est plutôt la Russie qui a pris des territoires supplémentaires, et puis il y a des morts supplémentaires des deux côtés. C'est pas le pacifisme, c'est pas... je veux dire, moi, je suis pas pacifiste. Des fois, les guerres sont nécessaires, mais là, on voit qu'elles ne mènent à rien. Qu'elles ne mènent à rien parce que autant il était important d'entrer en guerre pour que Kiev ne soit pas pris, d'aider l'Ukraine, mais là on voit bien que, quelles que soient les aides, dans la mesure où on a décidé, je crois à juste titre, de ne pas envoyer de soldats, pendant toute la guerre froide, on a toujours évité un affrontement direct entre occidentaux et soviétiques. On ne va pas commencer maintenant entre Russes et occidentaux. Donc à partir du moment où on ne peut pas envoyer de soldats, on sait très bien que le cours de la guerre ne va pas s'inverser et qu'on prolonge une guerre qui fait simplement plus de victimes. Alors ça permet à des gens de plastronner en disant « moi, je suis courageux, je suis pour la guerre », mais ils la font pas eux. Et ils n'en subissent pas les conséquences. Ça, on en voit beaucoup effectivement en plateau, mais est-ce que le fait aussi, on entend récemment cet afflux de soldats nord-coréens avec des généraux nord-coréens qui seraient là en renfort, est-ce que ça peut pas changer justement? Est-ce que c'est pas pour pousser l'OTAN à en faire de même et à dire puisque les Coréens, les Nord-Coréens aident les Russes, c'est à nous d'aider les Ukrainiens?
Alors, vous soulevez une question extrêmement importante qui soulève des questions en cascade en réalité. La première, oui, pour répondre directement à votre question, effectivement, ça pourrait être le piège. Et d'ailleurs, Zelensky a dit, puisqu'il y a des Coréens, des Nord-Coréens, envoyer les soldats. Ben oui. Et en fait, ça aurait été le début d'une 3e guerre mondiale, tout simplement. Bon, donc Biden a dit, il n'en est pas question. Mais par contre, le point que vous soulevez est très important parce que on parle toujours d'un bloc entre la Chine et la Russie. Les Chinois sont furieux de voir des Nord-Coréens venir aider la Russie dans sa guerre, parce que ceci ne fait que renforcer l'alliance entre la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. Et renforcer la peur que la Corée du Sud et le Japon ont à la fois de la Corée du Nord et de la Russie. Et donc, en fait, les Chinois trouvent que c'est catastrophique parce que ça vient renforcer la présence occidentale et américaine, avant tout, en Asie. Alors, en fait, quand on parle de cette alliance, les Chinois ne peuvent pas laisser tomber Poutine parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir un régime pro-occidental en Russie, à leurs frontières. Mais ils estiment que Poutine s'est lancé dans une aventure très hasardeuse en lançant la guerre et que son alliance avec la Corée du Nord dessert leurs intérêts régionaux en Asie. On va parler dans un instant avec vous, Pascal Boniface, de la Chine et aussi de cette guerre commerciale qui commence à venir, puisque ça fait partie des BRICS aussi. Le sommet à Kazan, c'était la semaine dernière. 0826 300 300 si vous souhaitez poser des questions ou réagir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour cette deuxième heure est Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, géopolitologue, dont on peut retrouver l'ensemble de la bande dessinée Géostratégie actuellement en librairie. On parlait de la Chine, effectivement, et de ses liens avec la Russie. Il y a eu ce sommet des BRICS à Kazan, extrêmement suivi, avec cette politique de la Russie maintenant de promouvoir le Sud global contre un Occident déclinant. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, bien ces pays des BRICS sont trop disparates pour finalement trouver une entente à long terme? C'est les deux, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'évidemment, ils sont très disparates économiquement, politiquement et même diplomatiquement. La Russie est dans une confrontation directe avec le monde occidental. Ce n'est pas le cas de la Chine. La Chine veut avoir toujours accès aux marchés occidentaux pour sa bonne santé économique et essentielle pour le régime. Et les pays comme le Brésil et l'Inde ne veulent pas être dominés par l'Occident, mais ne veulent pas être fâchés avec l'Occident. Donc en fait, ils sont dans des positions différentes. Ce qui les réunit, c'est ça, c'est de plus vouloir ne plus être dominé par le monde occidental, vouloir pouvoir avoir leur mot et participer à l'élaboration des règles internationales et que le dollar ne soit plus la seule monnaie des échanges économiques. Mais certains veulent le faire en étant toujours en partenariat, y compris la Chine d'ailleurs. D'autres, comme l'Iran, la Russie, la Corée du Nord, sont en confrontation directe et ouverte avec le monde occidental. Donc c'est pas un bloc, le Sud global et encore moins les BRICS, c'est pas un bloc, mais c'est un club où les gens viennent parce qu'ils estiment que ensemble, ils pourront peut-être mieux faire prévaloir certains de leurs intérêts. Et effectivement, ces pays du Sud global prennent une part de plus en plus importante. On peut dire que le monde occidental a perdu le monopole de la puissance. Il n'a pas perdu la puissance. Les Occidentaux restent puissants. Ils restent les plus puissants. Mais auparavant, ils pouvaient décider de tout pour le reste du monde. Maintenant, ils doivent, s'ils veulent parvenir à un résultat, négocier avec les autres. Prenons le cas des sanctions que les Occidentaux ont prises contre la Russie. Ils voudraient ensuite que les pays du Sud les prennent en disant, vous voyez, ils ont violé le droit international, on doit les sanctionner. Les pays du Sud disent, mais ça, c'est une guerre entre Européens. Vous-même, vous avez bien des fois violé le droit international. Rappelez-vous la guerre en Irak. Donc, en plus, vous avez pris les sanctions sans nous consulter. Donc, on ne va pas appliquer les sanctions qui nous sanctionneraient nous-mêmes. Que si on prend les sanctions, on va en payer le prix. Regardez vous-même, pays occidentaux, vous avez souffert des sanctions que vous avez prises à l'égard de la Russie. Donc voilà, auparavant, tous les pays latino-américains se seraient alignés sur les États-Unis et tous les pays africains francophones se seraient alignés sur la France. Ce n'est plus le cas. Justement, l'Afrique, on voit qu'il y a aussi
un récit décolonial par rapport à ça. La France a perdu beaucoup en Afrique ces dernières années et ça continue alors que Wagner est très présent, que les Chinois aussi sont les premiers présents pour se positionner sur les terres rares, etc. Et les Américains aussi qui restent présents sur le continent africain. Oui, effectivement. Disons que là, la France a perdu des positions. Alors, elle a perdu des positions. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a deux raisons. Il y a une raison, je dirais, un peu naturelle, enfin, sur laquelle on ne peut rien faire. C'est que le monde se multipolarise et que l'Afrique n'est plus la chasse gardée des anciennes puissances coloniales. Et que le Brésil, le Japon, la Chine, les Émirats arabes unis, chacun a de multiples partenaires. Et puis, on a certainement fait l'erreur de trop militariser notre présence en Afrique et de s'appuyer sur des régimes qui étaient rejetés par les populations. Et donc le rejet de ces régimes s'est allié d'un rejet de la France qui était partenaire de ces régimes. Ouais. Et donc là aussi, on s'est lancé dans une guerre contre la terreur qui n'a pas de fin, qui n'a pas d'horizon. Et cette militarisation des relations entre la France et les pays d'Afrique francophone a débouché sur ce rejet, puisque Niger, Burkina Faso, Mali, nous avons été expulsés. Les Russes ne font pas mieux. Parce qu'on ne gagne pas, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne gagne pas une guerre contre le terrorisme, c'est une guerre sans fin. Et donc les Russes ne font pas mieux, et même ils commettent des exactions sur les populations civiles. Mais en tous les cas, nous avons perdu le lien avec ces trois pays d'Afrique francophone. Ouais, c'est un affaiblissement certain. Et puis, si on en vient au cas français, il y a aussi tout ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie, dans les dom-toms, sur les mouvements contre la vie chère, où on a l'impression là encore que la métropole perd aussi par rapport à des mouvements d'indépendance qui reprennent de la vigueur. Alors oui, il faut distinguer les deux cas, mais il y a une contestation, effectivement, de la politique de la métropole dans les deux cas. Qui pourrait conduire à une rupture des liens juridiques de souveraineté dans Nouvelle-Calédonie si on n'y prend pas garde. Et là, il y avait un équilibre qui a été trouvé, qui a été rompu manifestement. Et puis, le problème de la vie chère aux Antilles, c'est pas un problème nouveau, mais effectivement, en période d'inflation, en période de crise économique, ce problème nouveau prend une tournure encore plus insupportable. Et effectivement, on voit bien le fait que les produits et que l'économie soit un petit peu monopolistique aussi aux mains de quelques familles vient renchérir les coûts. C'est un vrai problème. Alors, comment vous voyez-vous cet avènement du monde multipolaire qui est inéluctable aujourd'hui? Est-ce qu'on va vers davantage de théâtres d'affrontements chauds, de déstabilisation, que ce soit en Asie, au Proche-Orient, en Europe, ou est-ce qu'il va y avoir un équilibre qui va se trouver? Pour l'instant, on a plutôt une amplification de la conflictualité. Il y a de plus en plus de conflits. Il y a vraiment trois coupures dans le monde aujourd'hui. La première, c'est la coupure entre la Russie et le monde occidental. Et une fois encore, qui est due à la guerre en Ukraine, aux crimes de guerre qui ont été commis par les Russes en Ukraine. Et tant que Poutine sera au pouvoir, il n'y aura pas de retour à la normale. Et c'est un drame pour tout le monde. Le deuxième, c'est entre le monde occidental et le sud global, dont on a parlé. Et là, ça va dépendre un peu de nous. Si nous continuons à vouloir donner des ordres aux pays du sud global, ils ne vont pas obéir et ils vont, au contraire, se crisper contre nous. Et il faut voir que si la Russie est coupée du monde occidental, elle n'est pas coupée du reste du monde. Et oui. Parce qu'elle a toujours des liens avec les pays du sud global. Et puis, et là c'est important dans l'élection américaine, la troisième coupure, c'est entre la Chine et les États-Unis. C'est le combat pour la suprématie mondiale. Les États-Unis sont la première puissance mondiale depuis 1945. La Chine aspire à le devenir, ou plutôt à le redevenir, puisque la Chine était la première puissance mondiale au 19e siècle, au début du 19e siècle, mais à l'époque, c'était dans un monde non globalisé. D'ailleurs, on voit avec cet exemple combien la globalisation change les choses. Au début du 19e siècle, la Chine était la première puissance mondiale, elle faisait un tiers du PIB mondial. Un tiers du PIB mondial. Aujourd'hui, elle en fait 18%. Mais il y a 2 siècles, ça ne comptait pas parce que c'était pas un monde globalisé. Aujourd'hui, le fait que la Chine soit passée de 3 à 18% du PIB mondial affole tout le monde. Parce que effectivement, ça change complètement la donne d'une Chine qui a réussi grâce à la globalisation. C'est en se lançant dans les échanges économiques, en ouvrant son marché, en ouvrant son territoire, que la Chine est passée
d'un pays où les gens avaient faim, tout simplement, il y a 2 générations, à un pays où, avant le Covid, 150 millions de citoyens sont partis en vacances à l'étranger. Ouais, tout ça grâce à l'OMC. Merci beaucoup Pascal Boniface d'avoir fait ce tour d'horizon géopolitique du monde multipolaire tel qu'il arrive. Vous restez sur Sud Radio. Dans un instant, vous retrouvez Brigitte Lahaye et je vous souhaite une bonne journée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Chez Auchan, on sait qu'un produit en promo, c'est bien, mais surtout une marque, c'est encore mieux. Surtout pendant mes 25 jours Auchan. Retrouvez par exemple ces promos pleines d'aventures et d'histoires à imaginer. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnotez 25% sur toute la gamme Playmobil. C'est ça, mes 25 jours Auchan. Auchan, avec plaisir. 25% cagnotés sur votre compte Waouh Auchan sur toute la gamme Playmobil. Valable dans vos magasins Auchan participants et sur Auchan.fr. Conditions sur Auchan.fr. Sud Radio Foix. 103.7. Sud Radio. Carrefour. Quand vous me dites « Je suis mixologue », alors les cocktails, ça me connaît. Ça tombe bien, il y a 10 € offerts en bon d'achat tous les 30 € d'achat sur tous les alcools, même en promotion. Et c'est